Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia, je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneuses ou cadres dirigeantes à oser briller pour sublimer leur vie afin de se créer le lifestyle de leurs rêves et obtenir l'argent qu'elles méritent. Dans ce nouveau podcast de Leaders, nous avons l'honneur d'accueillir Pascaline Magne, championne d'Europe 2019 des plus de 30 ans et fondatrice de Secrets de Judoka. Vous trouverez dans la description des informations et des liens pour bien évidemment entrer dans l'univers de Pascaline Magne. Et également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton afin de vous abonner et de partager ce podcast si une personne peut être intéressée dans votre entourage. Il y a également un questionnaire qui vous attend afin de découvrir votre profil de leaduse. Commençons tout de suite. Bonjour Pascaline. Bonjour Patricia. Merci d'être présente pour notamment les femmes qui vont pouvoir écouter tes conseils, ton parcours, tes clés de mindset tout simplement. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour justement les femmes qui nous écoutent? Oui, merci à toi déjà pour l'invitation. Je m'appelle Pascaline Magne, je suis passionnée, mais vraiment passionnée de judo. Je pense que c'est dans mon ADN, que je vis aujourd'hui sous, on va dire, 3 angles, même si dans les faits, c'est un seul quotidien. D'abord au niveau, on va dire, culturel, voire spirituel. C'est vrai que le judo m'apporte énormément dans la découverte, les rencontres, l'apprentissage, les lectures, etc. Après, au niveau purement sportif, je fais beaucoup de compétitions chez les plus de 30 ans. J'ai commencé de zéro d'ailleurs et là, je suis arrivée jusqu'à un titre européen, donc chez les plus de 30 ans. Donc, je suis championne d'Europe depuis 2019. C'était la dernière compétition avant le Covid. Yes, quand même. Et voilà, et une médaille de bronze au championnat du monde. Donc voilà, le prochain objectif, là maintenant que la saison a bien reprise, c'est de continuer sur cette voie côté compétition et sport, parce que ça m'apprend énormément. Et puis le troisième angle que je vis seulement depuis 1 an et demi, mais qui est génial, c'est que du coup, j'en ai fait mon métier. Enfin, j'ai développé un projet. J'avais très, très à cœur d'apporter quelque chose que je trouve qui manque beaucoup, beaucoup dans le judo au niveau de la transmission. Mhm. Voilà, aujourd'hui, enfin, je trouve que quand on regarde le nombre de judokas qui sont excellentissimes, soit par leurs résultats sportifs, soit par leur expertise, c'est pas que forcément la compétition qu'on voit à la télé. En fait, malheureusement, on a très, très peu accès à cette expertise. C'est pas toujours facile, il faut trouver le bon stage au bon endroit, etc. Alors, c'est pas si surprenant parce que c'est une discipline qui vient des arts martiaux et qui, de manière ancestrale, avant, c'était même carrément secret. C'est Quand c'est vrai. arrivé en France, c'était même compliqué d'aller trouver la porte du dojo qu'il fallait pousser. Bon, donc ça me surprend pas tant que ça qu'on soit un peu en retard à ce niveau-là, mais du coup, je pense qu'il y a des choses vraiment super à faire pour développer la transmission et faire que tous les judokas, quels qu'ils soient, puissent avoir de façon beaucoup plus facile accès aux meilleurs entraînements, à de la formation, puis à la transmission de tout Mm. simplement ceux qui ont des choses à transmettre. Donc voilà, ma vie est judo. C'est vrai. Et alors du coup, première question qui vient spontanément forcément, c'est pourquoi le judo? Même si j'entends bien que c'est quelque chose qui te nourrit aussi spirituellement que sportivement, que en termes de rencontres aussi avec les personnes que tu côtoies. Pourquoi le judo? Et quand est-ce que ça t'est venu en fait dans ton parcours? Alors, initialement, c'est drôle parce que je ne peux pas répondre à cette question. En fait, quand j'étais petite, je voulais absolument faire du judo et ma mère voulait pas parce que je me souviens qu'elle disait tout le temps non, ça fait mal au dos. Et je ne sais pas du tout pourquoi j'avais cette passion pour le judo, sachant que j'habitais un petit village, que moi, en plus, j'avais pas de télé. Donc, c'était les années 80, hein, Mhm. 86, 87. Donc, déjà, le judo n'était très, très peu, voire pas à l'écran. En plus, moi, je n'avais pas du tout de télé. On était dans la campagne. Enfin, je crois avoir jamais vu un judoka de ma vie en vrai. Je ne sais pas d'où m'était venue cette idée. Mais je pense que depuis mes 3 ans et demi, je veux faire du judo. Et voilà. Et puis, quand heureusement, à 8 ans, ma mère a fini par craquer. J'ai su être assez insistante. Et elle m'a emmenée au dojo de la ville d'à côté. Et je me rappellerai toujours qu'elle m'a emmenée pour d'abord demander au professeur si ça faisait pas mal au dos. Donc, je peux vous dire que j'étais en grand stress. Et heureusement, il a dit que non. Donc, voilà. Et c'est vrai que dès que je me rappellerai toujours de ce premier cours et de ce premier prof et de ce premier dojo, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était vraiment une révélation. Je me suis tout de suite sentie très, très bien. J'adorais ça. Et pour l'anecdote,
j'avais un cours le mardi, un le vendredi. Donc, mon plus grand malheur, c'était le vendredi parce que j'avais 4 nuits à attendre avant le prochain cours, alors qu'entre le mardi et le vendredi, il n'y avait que 3 nuits. Mais Waouh. vraiment, je ne vivais que pour ça et je ne sais pas pourquoi à l'origine. Mais ça a été vraiment une révélation ouais, depuis toute petite. Voilà. Alors, Après, pour l'anecdote, je le précise parce que ça va peut-être jouer pour notre discussion, mais j'ai arrêté quand j'étais adulte, j'ai arrêté le judo, donc j'ai repris seulement à 30 ans. ah, Et alors, c'est vrai que cette passion enfant a compté sur le deuxième coup de foudre, j'ai envie de dire, que j'ai eu à 30 ans, mhm. quand j'ai de nouveau poussé la porte d'un dojo. Mais voilà, la passion adulte, elle est aussi forte que celle enfant, peut-être pas pour les mêmes raisons. Là, comme tu le disais, j'ai plus conscience de ce que ça m'apporte, par exemple au niveau spirituel et philosophique, ce que j'avais pas forcément petite, mais c'est la même intensité. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené, si c'est pas indiscret en tout cas, à faire une coupure au niveau du judo? Alors, ça a été 2 choses. La toute première, c'est intéressant parce que ça va revenir dans ma recherche de développement personnel par la suite. La toute première, ça a été au judo, la période de l'adolescence, c'est une période qui est pas évidente. D'abord parce qu'on grandit beaucoup, le corps change. Voilà, on retrouve pas forcément les mêmes sensations qu'on avait petit. Et en plus, c'est souvent des cours où il y a moins d'élèves. Et troisième facteur, c'est l'âge où certains décident d'aller, à l'époque c'était les sports-études, aujourd'hui c'est les pôles espoirs ou pôle France, donc ils décident un petit peu de s'engager vers une voie qu'ils espèrent peut-être plus professionnelle, et d'autres qui restent en loisir, mais du coup forcément l'écart de niveau se creuse. Mmh. Et moi, il se trouve qu'à dos, déjà j'avais une grosse déception parce que comme j'avais avancé très vite, très jeune, ma ceinture bleue, pour tout vous dire, m'avait été refusée parce que j'étais trop jeune. Et sauf qu'à 12 ans, j'ai pas compris qu'on pouvait me Mmh. refuser une ceinture pour cette raison-là. Donc c'était vraiment une grosse blessure parce que pour moi, je faisais tout pour ça et qu'on me le refuse sur un critère d'âge, je n'ai pas compris à l'époque. Le professeur a parti à la retraite. Donc c'est des détails, mais je les précise parce que je trouve que dans la vie, c'est souvent parfois c'est juste des successions de détails dans contexte qui font que si on n'y est pas attentif, bah hop, on se laisse entraîner vers autre chose. Et là, c'est vraiment ce qui Tout s'est à fait. passé. Exactement à ce moment-là, on n'y a pas été spécialement attentif. Mes parents ne l'ont pas forcément vu. Moi, je ne l'ai pas forcément cité comme je le cite aujourd'hui. Mmh. Et du coup, ado, je me suis retrouvée, vu que le professeur partait à la retraite, dans un club de la plus grosse ville, un peu plus loin. D'accord. Donc déjà, il fallait m'emmener en voiture, etc. Le club était d'un niveau plus difficile. Donc pour moi, ça a été d'un seul coup de me retrouver beaucoup moins bonne que d'autres. Alors que j'avais toujours été la meilleure, ça a été difficile. Mmh. Il y avait ceux qui étaient en sport-études. Bref, tout ça a fait que j'ai un peu décroché. J'ai gardé ça juste comme un loisir, mais moins comme une grande passion. Et puis, du coup, quand je suis partie faire mes études, que j'ai commencé à voyager, moi, j'adorais depuis que j'ai 17 ans, j'adore voyager, mais vivre dans les pays et pas juste y aller en vacances, parce que Mmh. j'aime bien rencontrer vraiment des choses très différentes. Donc, à 17 ans, par exemple, je suis partie un an aux États-Unis. Là-bas, j'ai pas du tout trouvé de judo. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter parce que juste, je trouvais pas forcément de club dans les endroits où j'allais. D'accord. Et je me suis pas posé plus de questions que ça. Donc, j'ai arrêté, ouais. Alors, au-delà de la persévérance que tu nous as démontrée, que tu as pratiquée auprès de ta mère, Oui. selon toi, quelles sont justement les qualités qu'une femme devrait avoir et devrait développer pour qu'elle puisse justement concilier sa passion avec son métier? Parce que finalement, aujourd'hui, ta passion est devenue ton métier Oui, et même si tu as fait une petite coupure, tu y es retournée finalement. Tu t'es autorisée à nouveau à y retourner. complètement. Alors les qualités pour, se lancer voilà, en se disant: «Bah, tiens, je vais faire de ma passion mon métier», une fois qu'on a l'envie. Alors je dirais que la 1re qualité, c'est d'apprendre parce que pour moi, c'est vraiment un apprentissage, d'apprendre à être convaincu et pas juste croire, d'être convaincu de la réussite de ce projet. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas juste on l'a ou on ne l'a pas. Il y a pas des gens qui naissent convaincus et d'autres qui naissent avec le doute. Je pense vraiment que ça s'apprend, ça se cultive. Et en plus, quand on se lance, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, on peut être convaincu au départ, mais en fait, j'ai presque envie de dire quand on se lance dans ce type de projet professionnel, on se lance presque tous les matins en fait. Donc parce que tous les C'est jours, il y a vrai. des nouvelles choses, on monte d'une marche, quand on arrive à quelque chose, il y a la suite qui se présente, et cetera. Et donc régulièrement, cette question de croire en ce qu'on fait et au fait de croire que ça va marcher, elle se repose. Donc, c'est pour ça que je parle d'apprentissage et de cultiver cette qualité parce que pour moi, si on ne l'a pas, ou en tout cas si on n'a pas repéré qu'il fallait Mmh, l'entretenir, on peut vite décrocher bien sûr. ou être découragé quand il y a une difficulté qui se présente. Et ça, je pense que je vous apprends rien, mais c'est sûr que quand on est entrepreneur, il y a des difficultés tout le temps, on peut vite en fait croire que c'est la fin ou que c'est l'échec. Donc, ce serait, je pense, l'une des premières qualités,
ce serait d'apprendre à croire en ce qu'on fait. Après, il y a des qualités plus concrètes et classiques, hein. Moi, perso, je pense qu'il faut quand même un minimum d'organisation. Ça Euh, aide, on est d'accord. voilà, apprendre à s'organiser. Mais ça, c'est pareil, s'organiser, c'est pas seulement avoir un agenda et noter ses rendez-vous, c'est aussi, pour moi, par exemple, c'est aussi prendre vraiment du temps pour me poser des questions. J'ai mis beaucoup de temps, par exemple, à apprendre à faire des priorités. Je sais que j'ai pas fini parce que faire des priorités, ça veut aussi dire barrer des choses et dire bah ça je le ferai pas. C'est ça, Et pour certains tempéraments, comme le mien, choisir. c'est un apprentissage, voilà. Ouais, ce serait ça, je pense, ce type de qualité. C'est top. Et du coup, est-ce que tu as un conseil ou peut-être un exercice que toi tu pratiques, que tu aimerais partager pour justement, je dirais, travailler, développer ta confiance en toi? Alors, je ne sais pas si tu fais chaque matin ou si tu fais de manière hebdomadaire ou mensuellement, peu importe. Parce que tu as aussi ce côté Alors, mindset de sportif de haut niveau, tu vois ce que je veux dire? Et je pense mm, que les deux mêlés, ça va donner quand même... alors il y en a plein, il y a plein d'exercices possibles. Il y en a un que j'aime bien et dont je me suis beaucoup servi pour mon projet professionnel, c'est dans les moments où on doute, et ça en général on s'en rend compte, hein, parce que voilà, on n'est pas sûr, on n'est pas très bien, on se dit mais moi ça marche pas, pourquoi lui il y arrive mieux, pourquoi moi j'y arrive pas, bon voilà. Mm. Donc dans ces moments-là, moi le fait de dès que je repère que je commence à tomber là-dedans, il y a un exercice que j'aime bien, c'est justement d'aller chercher dans soit d'autres domaines totalement différents, en l'occurrence pour moi c'est par exemple la compétition de judo, soit dans le passé, des moments où j'ai senti la conviction que j'allais réussir. Et par exemple, bah, je me rappellerai toujours les tout premiers championnats d'Europe auxquels j'ai eu cette chance de participer, ce qui était pour moi était assez extraordinaire. Et j'avais du coup la naïveté de croire que tout était possible, mais c'est très bien, je ne regrette pas. Mais autant vous dire que quand j'ai perdu en 15 secondes contre une grande judokate d'ailleurs qui a été médaille olympique d'Angleterre, Mm. enfin c'était mais affreux. Quand j'y repense, enfin c'est un sentiment qui était vraiment affreux parce que faut savoir que quand on se présente à un combat, c'est pas juste ce moment-là qui compte, c'est les 6 mois, l'année qui vient de s'écouler où Bien tous sûr. les jours on s'est levé pour faire quelque chose. Et je me rappellerai toujours que aussi bas que je pouvais être, aussi déprimée entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot, ça ne remettait en rien en cause mon projet de compétition. Et en fait, ça a même déclenché, mais dans peut-être pas la minute qui a suivi, mais très 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 rapidement, la rage et l'envie de dire mais je reviendrai. Ça a été trop court, je dois revenir. Et jamais, en fait, j'ai réalisé après coup que jamais je me suis dit je vais pas y arriver. En fait, je me suis juste dit mais c'est pas possible que ce se soit passé comme ça. Je reviens l'année prochaine, quoi. Je vais Yes, faire quelque chose, mais je j'aime reviens. ça. Voilà, donc c'est un exemple quand on doute ou qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver. Moi, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher dans le passé ou dans d'autres domaines les moments où on a ressenti cette conviction. Parce que du coup, hop, une fois qu'on sait qu'on est capable de ressentir ça, je trouve que ça nous reconnecte tout de suite à cette sensation et cette capacité d'y croire. Et moi, personnellement, ça me remet tout de suite sur le bon rail en disant, bah, par exemple, là, typiquement dans le projet professionnel, bah, ça me remet tout de suite dans, oui, oui, dans le fond, j'y crois, mon projet. C'est pas juste cette difficulté ou juste le fait que je ne suis pas au même niveau qu'un tel ou un tel qui va m'arrêter de toute façon. Donc, ça me remet un peu dans le bon état d'esprit, oui. J'aime beaucoup le mindset. Et du coup, est-ce que, parce que le judo, dans l'esprit, je pense, de la majorité des personnes, ça peut rester un sport masculin. Ouais. Et en fait, mon frère faisait du judo, donc je l'ai suivi. Et c'est vrai qu'il y avait très peu de femmes en réalité. Oui, tout à Euh, fait. et est-ce que tu as perçu des challenges qui étaient plus particulièrement liés au fait que tu sois une femme, ou finalement, de par l'ouverture, je dirais, bah, spirituelle aussi, hein, du judo, il y a eu finalement une facilité à apprendre, à pratiquer, hormis l'histoire de trouver la porte du dojo, on est d'accord? Ouais. Est-ce que justement il y a eu cette facilité, contrairement peut-être à d'autres disciplines ou d'autres univers professionnels en réalité? Mm. Alors, pour le judo précisément, euh, moi, alors je sais que pour beaucoup de femmes, c'est pas forcément évident. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ne commencent pas le judo du fait qu'il y ait très peu, voire pas de femmes dans les clubs qu'il y a autour de chez elles. Moi, c'est vrai que j'ai jamais vécu cette difficulté. Vraiment, j'ai Top. jamais ressenti. Alors, c'est clair qu'on est en minorité sur le tatami. Ça arrive très souvent que je sois toute seule avec que des garçons. Mais c'est vrai que ça m'a jamais gênée, ça m'a jamais empêché de pratiquer. J'ai jamais ressenti de problème par rapport à ça, que ce soit
dans l'aspect purement sportif ou dans l'aspect plus social, on va dire, d'amis. Je dirais même qu'en tant que fille, on est quand même régulièrement gâtés parce qu'on n'est pas nombreuses, donc les gars nous aiment bien en général. Voilà. Cela dit, juste pour finir sur la partie précise du judo, après, il y a quand même une dimension qui est importante, c'est que moi, comme j'ai beaucoup voyagé et que je tourne dans énormément de clubs, j'ai quand même une diversité d'entraînement. Et je peux tout à fait comprendre, si j'avais un seul club, comme la majorité des judokas auxquels je vais toutes les semaines, dans lequel il n'y a que des hommes adultes, là, oui, ça peut être quand même gênant pour l'entraînement parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas confronté à quelqu'un qui a un niveau de force. Donc, même si on tombe sur des hommes beaucoup plus forts qui s'adaptent, ça ne donne pas la même sensation de confrontation. Et Mm. pour progresser, voire même pour faire de la compétition, là, ça devient handicapant. Et donc là, on va rechercher des stages où il y a des filles, des journées féminines, ça existe aussi. D'accord. On va essayer de chercher ça pour au moins avoir des petits temps d'entraînement où on a des personnes qui correspondent à notre gabarit. Mais là, j'ai presque envie de dire qu'on retrouve le problème chez, par exemple, les lourds. Les plus de 100 kilos, dans les clubs, ils sont un ou deux. Donc, ils ont un peu cette Effectivement. problématique-là aussi. Voilà. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, en tout cas, c'est ce que je perçois, euh, c'est que peut-être c'est une question de mindset, c'est-à-dire que si on a cette ouverture d'esprit de se dire, OK, tout est OK dans cet environnement-là, qu'il y ait des hommes ou des femmes, bah, finalement, c'est fluide. Alors que si on se dit peut-être que parce qu'il y a des hommes, il y aura un comportement différent à notre égard, bah, là, potentiellement, on peut créer des challenges par notre propre volonté. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Oui. Et d'ailleurs, tu viens de décrire à la perfection l'esprit du judo. Puisque le judo, de Ah, l'extérieur, on pourrait se dire c'est un sport de combat, d'opposition. Mais la base du judo, c'est justement de gagner grâce à la non-résistance. C'est-à-dire que quand on oppose deux forces, c'est le plus fort qui va gagner. Mais si tu me pousses et que je me décale, tu vas tomber toute seule. Donc ça, c'est vraiment le principe du judo. c'est vrai. Et on cite souvent un exemple qui est la rivière. La rivière, s'il y a un rocher sur son chemin, elle passe juste à côté, elle ne se pose pas de questions. Et donc, du coup, moi, j'applique énormément ça, de toute façon, dans ma vie de tous les jours, au travail, au judo, partout. J'aime pas être bloquée par une situation qui pourrait me paraître problématique. Mhm. Et je me dis que c'est toujours plus simple de chercher la solution par moi-même que d'attendre ou d'essayer de changer la situation. Et du coup, quel que soit le problème, je me dis toujours, bon, OK, comment là je vais faire? Et ça m'arrivait régulièrement, je vous donne un exemple précis. Quand j'étais au Liban, je travaillais là-bas, donc j'habitais là-bas. À un moment donné, j'étais dans un club où il y avait des jeunes de 12 à 16 ans. Et les jeunes de D'accord. 12 à 16 ans, leur gros problème, c'est qu'ils grandissent vite. Donc, à un Ça. moment donné, le gamin de 13 ans, il a à peu près notre poids, notre taille. 6 mois après, c'est devenu un jeune homme qui fait 10 kilos de plus, qui est très musclé, et ça devient plus compliqué de combattre. Et pendant plusieurs mois, j'ai eu un trou de partenaire. Et soit on m'envoyait chez les plus forts, mais honnêtement, j'étais avec des garçons de 80 kilos, c'était pas possible. Et du coup, le plus souvent d'ailleurs, on m'envoyait avec les enfants de 11-12 ans. Et juste, c'était hyper frustrant parce que moi, 11-12 ans, c'est sympa pour un ou deux combats comme ça, mais juste, j'avais l'impression de pas du tout travailler. J'avais des Mm. compétitions qui allaient arriver. Donc, c'était très dur. Et là, la même façon, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pleure tous les soirs en rentrant en me disant que mes entraînements sont nuls, sachant que je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Ou est-ce que je trouve une solution? Et c'est comme ça que j'ai découvert comment travailler avec des enfants de 11-12 ans différemment. Et franchement, je pense que ça a été les 3-4 mois, là, cette période-là, où j'ai fait peut-être pas le plus de progrès dans mes 10 ans de judo là, récemment, mais j'ai vraiment, vraiment énormément progressé. Donc, comme tu le dis, je pense que d'avoir l'attitude de se dire, c'est pas un problème, et si ça devait en être un, de toute façon, il y a forcément une solution qui existe, à moi de la trouver, ça sert. Ça, c'est sûr et certain. Tu nous as parlé un peu de ton projet en filigrane en disant tu as fait de ta passion ton métier Ouais, et tu as parlé aussi de la transmission. C'est quelque chose qui est oui, important pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton projet, justement, et savoir si peut-être ouais. tu y intègres notamment les principes spirituels ou philosophiques du judo à l'intérieur pour que les personnes puissent aussi connaître cette discipline. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu, j'ai envie de savoir. Oui. Alors, c'est un projet qui est en 3 phases. La toute première phase, qui était vraiment avant même que je décide de me lancer professionnellement, qui était vraiment pour le plaisir, j'étais déjà dans cette idée de transmission dans les 2 sens. C'est-à-dire que moi, je recevais beaucoup, j'avais envie de recevoir, comme je le disais, j'étais à l'étranger, donc j'étais loin des judokas français. Donc, j'avais envie de garder un lien avec ce que je pouvais recevoir de certains judokas français et j'avais aussi envie de partager. Donc, c'était la première phase, on va dire,
création de liens. Donc, concrètement, j'ai créé une page Facebook, un blog, ça a créé des échanges, j'ai rencontré des gens, ça m'a permis, quand je rentrais en France, d'aller dans des dojos que je ne connaissais pas, d'être invitée, Mhm. etc. Donc ça, c'était la première phase de, on va dire, entre guillemets, créer une sorte de communauté, en tout cas, créer des liens qui n'existaient pas forcément avant, grâce à Internet, puisque moi, j'étais loin, j'étais au Liban. Et puis, c'est là que j'ai compris que j'adorais ça et que j'ai décidé d'en faire mon projet professionnel. Et donc, j'ai lancé la deuxième phase parce que qui dit projet professionnel dit quand même qu'il faut pouvoir en vivre et donc être rémunéré. Et donc, je me suis dit, ben, puisque ça fonctionne très bien sur ce premier principe, on peut aller plus loin et on peut carrément partager. Et du coup, là, cette fois-ci, ce serait de façon payante parce que ça prend beaucoup plus de temps et Bien le sûr. contenu sera différent. On peut partager des éléments qui sont essentiels au développement d'un judoka, mais qu'on ne fait pas ou peu dans les dojos pour plusieurs raisons. Et ça, c'est exactement ce que j'avais vécu. Moi, j'étais très compétitrice, Mhm. je voulais progresser en compétition, mais quand, et c'est ce qui s'était passé en France, quand on tombe dans un club qui n'est pas compétiteur, et plus particulièrement quand on n'est pas dans une grosse ville et qu'il n'y a qu'un club autour de chez nous, ben en fait, on se retrouve très seul. On ne sait pas comment s'entraîner entre deux cours, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Quand on rentre de la compétition, ben, on est un peu tout seul pour gérer sa défaite ou éventuellement savourer son succès. Mais enfin, au début, c'est quand même beaucoup plus de défaites que de succès. Voilà. Et donc, je me rappellerai toujours de toutes ces premières années où, alors moi, la chance, c'est que j'étais presque très seule, on était deux. Mais du coup, on partageait cet énorme manque qu'on avait avec mon collègue qui était pareil, qui faisait de la compétition. Et on cherchait, on fouillait sur Internet. Et le problème d'Internet, c'est que à la fois c'est génial, mais en même temps, bah, notamment dans tout ce qui existe de façon gratuite, il y en a partout. On ne sait pas à qui ça s'adresse. Des fois, ça dure 3 minutes, on n'a pas la suite, on ne sait pas où on l'a retrouvé. Donc, c'était vraiment difficile. Et c'est là que je me suis dit, s'il y avait un système organisé de véritable transmission par rapport à des objectifs précis, donc par exemple la compétition, mais ça Mhm. peut être la préparation mentale, ça peut être un passage de grade technique où Bien on doit sûr. se retrouver autour d'une démonstration, eh bien non seulement ça rend service aux personnes qui n'y ont pas accès dans leur dojo, mais en plus ça met en lien des personnes qui ont le même objectif. Donc, par exemple, moi qui étais toute seule dans mon club à vouloir faire de la compète, ben, j'aurais été mise en lien avec plein de gens qui sont certainement tout seuls aussi dans leur club C'est à vrai. vouloir faire ça. Voilà. Et ça existe énormément au judo. Quand on veut passer un grade et qu'on a une démonstration technique à faire, ben, en général, il y en a beaucoup qui disent bah, j'ai pas de partenaire, je suis tout seul. Donc, ça a été la deuxième phase. J'ai testé en créant moi-même 3 programmes avec tout ce que j'avais apporté de D'accord. mon expérience passée. Un programme pour les débutants, parce que j'avais vraiment à cœur de les aider à bien démarrer. Mm. Un programme pour les avancés, en leur livrant toutes les séances d'entraînement que je m'étais construites moi pour me préparer à la compétition et que j'avais mis des années à découvrir justement avec ce collègue. On a Et- cherché beaucoup. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom Secret Judoka. J'ai appelé mon projet Secret Judoka. Parce qu'à Ouais. chaque fois qu'on arrivait à percer un petit mystère du haut niveau, on disait ah, j'ai trouvé le secret, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je me suis dit, bon, on va mettre les secrets sur la table. Il n'y a pas de raison qu'il faille chercher des jours et des semaines pour savoir comment faire ça. Ça devrait être accessible. Et ce sont ces techniques-là aussi de préparation, d'exercice qui t'ont aussi permis d'atteindre finalement ton titre, quelque Oui, part. ouais, complètement. Alors, il n'y a pas que ça. Enfin, ça, c'est sûr et certain parce que là, je suis convaincue pour la compétition, c'est pas avec 3 entraînements par semaine qu'on peut arriver Mm. au maximum. Et d'ailleurs, moi, je combats chez les plus de 30 ans. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est la majorité, mais j'ai tendance à le penser de ce que j'observe. La plupart des gens qui combattent chez les plus de 30 ans sont des judokas qui, justement, eux, pendant que moi j'avais arrêté entre 18 et 30, eux étaient dans les sports-études et les pôles France, pôle espoir, etc. Et D'accord. du coup, là, c'est des entraînements tous les jours. Donc, quand pendant 10 ans, on a fait 2-3 heures de judo tous les jours, c'est ce qui permet d'atteindre un niveau quand même voilà, correct, où on peut passer une technique assez rapidement, bien placée, etc. Euh, donc ça, oui, ces entraînements-là étaient essentiels pour atteindre ce titre-là et je continue à les pratiquer. Et après, la troisième chose qui a été essentielle, et c'est l'objet du troisième programme que je propose, Mhm. c'est la préparation mentale. On en a parlé, bah, c'est ce que tu dis, c'est le mindset, c'est comment arriver à une compétition dans un bon état d'esprit, quoi. Et C'est donc vrai que... ça, pour moi, ça a été tellement capital que voilà, c'est le troisième programme que j'ai proposé. Et aujourd'hui que cette deuxième phase est en place, Mhm. ben maintenant, mon rêve que je suis en train de mettre en place, d'ailleurs, ça va bientôt sortir, Yes. pour la troisième phase, c'est le rêve initial, c'est d'aller chercher des champions
des experts dans leur sous-catégorie du judo, dans les différentes façons de faire du judo, pour leur proposer de mettre en ligne un programme avec des vidéos, des explications détaillées, bien structurées, que ce soit voilà, progressif, qu'on puisse avoir accès à la personne qui donne la compétence. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver Cool. sur YouTube quand on cherche quelque chose, quoi. Ça, c'est Et là, clair. j'ai voilà, ouais. Et Et tu pour as? moi, ce qui est génial, bah oui, voilà, c'est ça. Là, je suis en train donc le premier partenariat est en train de se mettre en place avec un expert de ce qu'on appelle un kata, donc c'est une démonstration technique. Et en D'accord. fait, ce que je trouve assez génial, c'est que cet expert, moi, j'ai eu la chance de l'avoir en formation sur une demi-journée seulement. Donc la demi-journée, ça paraît mais extraordinaire parce que d'un seul coup, on comprend. C'est ça, un expert, c'est quelqu'un qui a cette capacité à nous donner le sentiment qu'on y arrive super bien et que tout est clair. Donc c'est assez génial et c'est très beau à voir en plus. Et en sortant de cette matinée, j'avais vraiment envie de retravailler ce kata. Mhm. Sauf que bah, moi, je ne l'avais pas filmé sur le tatami, c'est compliqué à faire. Sur Internet, lui, il n'avait rien mis. Je Mm. vais chercher peut-être dans les livres où on a des petites photos, mais le judo, des photos, c'est pas l'idéal. Et du coup, j'étais super frustrée. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'il a accepté ce partenariat, je suis tellement contente. Je me dis, mais n'importe quel judoka va pouvoir avoir accès à son expertise. Et en plus, c'est ça qui est génial, c'est que le jour où il va faire son stage dans un dojo, bah, ça donnera 3 fois plus envie d'aller assister à son stage parce qu'on l'aura découvert Ça, c'est sûr. via Internet. Donc, du coup, je me dis, c'est vraiment une boucle vertueuse. Et c'est surtout que, au lieu d'imaginer que tout ce savoir s'envole dans les airs, il peut être transmis à des Eh centaines oui. et des milliers de judokas. Et oui, c'est le but. Et du coup, par rapport à ce projet professionnel, est-ce que tu te considères comme une leaduse? Alors, sur ce projet précis, je pense que je le suis en partie et j'ai presque envie de dire malgré moi, je n'ai pas fait exprès, mais en Pourquoi, tout malgré cas, toi? parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être une compétence de leadership, le fait que moi, c'est vrai que j'adore, comme je le disais, j'adore rencontrer des gens. Et c'est ce que je disais, c'est ce qui m'a amené à vivre dans des pays à l'étranger parce que ce que j'aime, c'est rencontrer des gens différents. Je trouve ça passionnant. On apprend autant de choses sur eux que sur nous-mêmes. Et ça, je m'en lasse jamais. Et donc, ça se traduit concrètement au quotidien par le fait que oui, je rencontre beaucoup de personnes, j'adore discuter, ça ne me gêne pas d'aller rencontrer des personnes que je ne connais pas, etc. Et donc, sur ce projet judo, le fait est que je me suis rendu compte un peu tard, a posteriori, en fait, quand c'était déjà en place, que oui, je dois reconnaître que oui, je connais pas mal de monde dans le judo, que j'aime bien créer des liens, que quand il y a des gens qui cherchent certaines choses, bah, j'aime bien les mettre en lien. Donc peut-être que dans ce sens-là, je vois sur le groupe Facebook que j'anime, les gens sont assez enthousiastes. Dans ce sens-là, c'est vrai que j'embarque un peu, oui, j'ai envie de dire malgré moi, parce que c'est pas forcément ma volonté première, mais je suis hyper ravie que ça se passe comme ça. J'emmène les gens qui se reconnaissent dans ma façon de vivre le judo, bah, c'est vrai que je les regroupe. Donc, je pense que ça fait partie peut-être d'une des parties du leadership. Si les Mais je personnes connais te pas la définition. reconnaissent. Justement, Voilà. pour toi, c'est quoi le leadership? Ta Et j'ai définition pas à de toi, pas définition. celle du Larousse, on s'en moque royalement, en fait. Oui, parce que je la connais pas, l'officielle. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Le but, c'est de se créer sa propre définition par rapport à toi, ce que tu as pu observer chez des personnes que tu considères comme étant des leaders, finalement. Quelles qualités tu as pu observer chez eux ou chez Ouais. elles, à voir, ceci dit, Ouais. pour dire, ah, ok, cette personne, elle exerce du leadership. Bah alors, dans ce cas-là, c'est bien que tu m'aies proposé cette piste de réflexion en allant chercher chez les autres où est-ce que je les trouve leaders. Dans ce cas-là, je vois pour moi, il y aurait deux critères d'un bon leadership. Ce serait une attitude qui fait que, entre guillemets, naturellement, mais c'est bien l'attitude qui provoque ça, on a envie de suivre cette personne, d'être à ses côtés, Mhm. de la suivre dans ses projets. Ouais. Et, et du coup, cette attitude, en fait, ce serait pour deux raisons. D'abord, un, parce qu'on se reconnaît dans ce qu'elle fait ou ce qu'elle propose. Et deux, parce que du coup, on se sent valorisé. Enfin, comment dire? C'est-à-dire qu'on se sent, grâce à l'attitude de cette personne, on est, euh, on est mis en lumière. Je ne sais pas si ce serait le bon mot. On est valorisé. Ça nous donne, ça nous met en confiance. Ça nous montre notre meilleur potentiel Mhm. plutôt que ce qu'on n'aurait pas. Voilà, ce serait ça en fait. Pour Ok, moi, top. un bon leader, ce serait ça, ouais.
Super. Du coup, où est-ce que tu les as déjà, toi? On va pas partir en coaching, ça, c'était juste la petite question. Ouais, ce serait intéressant. En tout cas, si tu le vois chez d'autres, c'est que tu l'as. Donc, tu as ces capacités-là pour justement fédérer ta communauté et leur permettre de voir que, ah oui, en fait, ils peuvent passer de ce niveau-là à ce niveau-là, de A à B, de A à Z même. Tu vois. Ben, en tout cas, c'est vrai que parce que je le vis très fort pour moi, j'essaye de le faire vivre aux autres. C'est-à-dire que moi, je fais attention de toujours être dans une relation d'égalité. Mhm. Et pour ça, je dois dire que je n'hésite pas, et parfois ça me demande un petit effort, mais je me dis que ça fait partie de mon travail. Je n'hésite pas à me dévoiler aussi dans les moments difficiles et à être assez transparente sur mes difficultés, sur là où j'en suis. Et je sais très bien que dans tout ce que je partage au niveau du judo, Mhm. je sais très bien qu'il y a des gens qui sont certainement beaucoup plus avancés ou qu'il y en a d'autres qui vont se dire tiens, c'est marrant qu'elle dise ça, elle n'a peut-être pas encore découvert ça. Mais justement, je le fais en transparence et avec plaisir parce que pour moi, le plus important, c'est justement de montrer qu'on est tous, il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre. Même Teddy Riner, il est exactement comme nous, dans plein de domaines différents. Il a ses moments de doute, il doit traverser des moments difficiles, il doit aller chercher ses ressources. Alors lui, il va c'est peut-être pas ce qu'il va montrer en premier parce que pour X raisons, c'est son choix et c'est très bien comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est important de montrer qu'on a tous nos parcours, qui sont tous très riches et que c'est Mhm. ça qu'on a à partager. Ouais. Ça, c'est top. Et justement, alors parce que là, je pensais à ton programme débutant. Oui. Avant de continuer justement sur d'autres questions, est-ce que ce programme débutant, il y a déjà des âges pour y accéder ou en fait, peu importe l'âge, par exemple, une jeune fille, une adolescente qui se pose la question, OK, est-ce que j'ai envie de me mettre au judo ou pas? Ce programme-là peut lui servir pour découvrir l'univers du judo et se dire, bon, OK, ça peut me correspondre, je vais peut-être aller chercher un club ou au contraire pas. Tu vois, est-ce qu'elle peut se positionner grâce à ton programme débutant, par exemple? Alors, oui, oui, je pense qu'il faut quand même avoir envie. Il faut être plutôt quand même dans la démarche de dire, tiens, j'aimerais bien faire du judo. Mhm. J'ai eu plusieurs personnes qui ont pris ce programme parce qu'ils savaient qu'ils allaient commencer ou reprendre après une longue interruption en septembre. D'accord. Donc là, ça les intéressait, ça leur faisait une bonne remise en route. Donc ça, c'est parfait. Après, c'est vrai que je pense aussi que ce programme, il est quand même efficace quand on a été confronté sur les 2 premiers mois aux difficultés de la pratique sur le tatami. Là, c'est à ce D'accord. moment-là qu'il est le plus efficace. Pour découvrir la discipline, je pense que c'est pas le plus. Pour vraiment découvrir, si on se pose des questions, Mhm. on va trouver les réponses, mais c'est peut-être pas le plus adapté. Pour le coup, il y a peut-être des moyens de découvrir la discipline de façon plus directe, quoi. D'accord. En rejoignant ta communauté, par exemple, parce que ça, c'est possible de voir l'univers Ah du oui, judo. alors ça complètement. Ouais, ça complètement. Tout à fait. D'accord. Ouais, Ok. ouais. On, Bah, on du coup. rentre vraiment. Puis en plus, c'est assez sympa parce qu'on découvre l'univers du judo au niveau du sport, de ce qu'il est, mais aussi au niveau de. Nous, on dit toujours qu'on est une grande famille, mais cela dit, c'est vraiment pas faux. Et je le vois parce que moi, je suis accueillie partout en France, à l'étranger, dans les dojos. J'appelle 2 jours avant, la veille, parfois le jour même. C'est toujours bienvenu. Et donc, on découvre aussi cet univers-là au niveau plus humain, on va dire, de lien humain. On rentre dedans. Ouais. D'accord. Bon, bah, du coup, le lien sera mis aussi en description. Ça, c'est Ah, top. Merci super. beaucoup. Merci. Euh, du coup, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu Ouais. aurais eu un message à transmettre à Pascaline lorsqu'elle avait 20 ans? Alors, Pascaline, quand elle avait 20 ans, je crois que je lui dirais que c'est une chouette personne parce que j'en doutais beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Et c'était. Alors, je le vivais pas du tout comme une douleur, hein, vraiment pas du tout. Mais a posteriori, je me dis, ouais, je pense que je le vivais pas forcément bien dans le fond, même si c'était assez inconscient. Hmm. Donc là, si je pouvais lui glisser un petit mot à l'oreille, je lui dirais, tu sais, t'es chouette et c'est super ce que tu fais, donc tout va bien, sois tranquille. Je pense que je lui dirais ça. Cool. Et par Ouais. rapport à ton parcours, donc effectivement, le judo, c'est quelque chose qui t'a suivi depuis le départ, finalement. Mm. Tu as eu cette passion alors, de la naissance. Peut-être que j'exagère. Et encore, peut-être que ça s'est joué Pas dans... loin, ouais. peut-être que ça s'est joué à ce niveau-là. Et du coup, est-ce qu'il y a un livre, un mantra, même dans l'univers judo ou en dehors, peu importe, qui t'a suivi pendant tout le long de ton parcours? Même quand tu n'as pas fait de judo, pour justement te guider à peut-être t'y reconnecter ou même te faire avancer sur tes challenges, peu importe en fait.
Non, alors j'ai pas eu de livre qui m'a suivi vraiment tout au long de mon parcours. Et du coup, encore moins dans le judo. J'ai des livres qui décrivent de judoka moi, me passionnent. Alors, surtout ceux qui sont des judokas français qui racontent un peu leur expérience des années 50, 60, 70, parce que à cette époque-là, le côté sportif du judo n'était pas du tout développé. Il n'y avait pas de D'accord. compétition, c'était pas télévisé, etc. Et donc, du coup, on était vraiment 100% dans l'aspect art martial. Donc, la philosophie était très, très, très forte au centre de la pratique. Et bon, moi, c'est ce qui me passionne, hein, c'est la philosophie orientale, le bouddhisme, etc. Je trouve que c'est un tel enseignement que c'est illimité. Euh, Par contre, il y a un livre qui m'a accompagnée de loin tout le long parce que c'est le premier que j'ai découvert. En fait, j'étais jeune, je devais avoir 15-16 ans, c'est ma maman qui me l'avait conseillé. Mhm. Et qui est tout simple, hein, mais néanmoins, c'est quand même le premier livre de développement personnel, je pense, que j'ai lu. C'est L'Alchimiste, tout simplement, Oh, de Paulo Coelho. quel beau Voilà. livre, effectivement, ouais. Ouais. Et je me souviens que ma mère avait recopié la page qui raconte que ben voilà, celui qui voyage, on peut être vendeur de pop-corn toute sa vie pour économiser et faire un voyage à 70 ans, ou on peut être berger, même si les bergers sont moins bien vus que les vendeurs de pop-corn. Et cette page-là, je me souviens, ma mère l'avait recopiée avec une très belle écriture, elle est affichée dans le salon. Et donc, ça a été le premier livre de développement personnel qui m'a vraiment interrogée, qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose à chercher dans la vie en général. Et voilà. Et puis le plus récent que je cite parce qu'il a changé énormément de choses Mhm. et que je le trouve assez concret, c'est l'équation du miracle de Hal Herold, je crois qu'il s'appelle, celui qui a écrit Miracle Morning. Ah, je ne connais pas ce livre-là. Bah, j'irai le lire. Merci pour le partage. Et alors, ouais, alors là, ça a été aussi une révélation. Pour le coup, il est très concret et je pense que c'est un excellent livre pour si on a envie de réaliser vraiment ses rêves les plus fous. C'est un excellent plan de route. Merci beaucoup. Alors, du coup, Pascaline, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette interview? Quelque chose à transmettre aux femmes qui nous écoutent, alors peut-être aux hommes d'ailleurs, à voir. En tout cas, aux êtres humains qui nous écoutent. Alors, si j'avais un mot de la fin à dire, je dirais que tout se travaille, absolument tout se travaille, et que du coup, rien n'est écrit d'avance. Ça, c'est une conviction que j'ai, c'est vraiment ma foi. Et donc, j'aurais envie de transmettre ça, particulièrement aux personnes qui peuvent peut-être, parce que je suis très souvent dans ce cas-là, qui peuvent se poser des questions, qui peuvent douter, qui peuvent. Moi, Mhm. j'écoute énormément de podcasts, donc je sais que parfois, quand j'écoute des interviews, voilà, ça me renvoie à mes propres questionnements, mes propres doutes, à là où je n'en suis pas, aux choses que j'aimerais faire et que j'ai pas faites, etc. Et du coup, j'aimerais juste, voilà, ça me toucherait de savoir que en fait, j'aime pas imaginer qu'il y ait des gens pour qui ces doutes sont suffisamment forts pour qu'en fait ils n'agissent pas et que ces doutes prennent un peu toute la place, quoi. Mhm. Le doute, c'est normal qu'il existe, mais moi je me dis toujours, si on a la conviction que il est forcément que passager ou qu'il y a forcément une solution, même si on ne la voit pas aujourd'hui, mais que avant même de voir la solution, on sait qu'elle existe. Et ben là, ça donne beaucoup de calme et de force. Et ça, c'est pas mal d'avoir les deux. Ah, c'est top. Merci beaucoup, Pascaline. Merci, merci infiniment pour ton temps, ces conseils, le partage de ton parcours avec une grande générosité et authenticité. Parce que pour le Ben, mille coup, merci à toi. tu as transmis plein de clés. Et puis, réécoutez le podcast, notez tout et puis surtout pratiquez. Merci Mille infiniment, merci. Je sais pas Pascaline. s'il y aura des judokas qui nous écouteront, mais peut-être qu'il y a des fans de philosophie orientale ou d'arts martiaux. C'est plus large. Exactement. Et ces personnes pourront découvrir ton univers à travers la communauté et aussi pourront également se former un peu plus en profondeur à travers tes différents programmes. Donc ça, c'est génial. Merci beaucoup pour ta valeur de transmission, parce que du coup, tu l'incarnes. Donc ça, c'est top. Je mettrai les liens, bien évidemment, en description, ça va de soi. Ben, Merci mille beaucoup, merci à Pascaline. toi. Avec C'est grand très gentil. plaisir. Au revoir. Au revoir. Chère leaders, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast où Pascaline Mind nous a livré son parcours et ses clés de réussite. Pour retrouver Pascaline, vous avez tous les éléments en description afin de vous connecter à elle, à sa communauté et d'avoir toutes les informations nécessaires pour développer justement votre pratique du judo ou même d'autres clés en termes de préparation mentale.
Quoi qu'il en soit, si ce podcast vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à le liker ainsi qu'à le partager. Surtout, pensez au fait qu'il y a un questionnaire dans la description vous permettant également de découvrir votre profil de leaduse. Donc, on se retrouve très rapidement et puis surtout, passez-vous en premier. Je vous embrasse.